Bonjour à tous pour cette deuxième journée de Saint-Maur-en-Poche 2022. Une rencontre, on va faire souffler le vent de fraîcheur avec le soleil qui revient, avec Sonia Delzongle, Patrice Guin et Mo Malo. Le froid, personnage à part entière, c'est bien sûr un sujet, mais c'est aussi un prétexte pour parler de vos livres. On va commencer avec Sonia. Plusieurs de tes romans ont eu pour endroit ou pour ambiance le froid, quand on pense d'abord à Quand la neige danse, Boréal ensuite, et puis le dernier, Abîme, qui se passe dans le massif pyrénéen, à la frontière franco-espagnole. C'est une ambiance qui t'attire tout particulièrement, ou c'est le hasard des histoires qui ont fait ça? Il n'y a jamais vraiment de hasard. Bonjour déjà. Et je voulais juste dire que le froid conserve. Oui. Donc, même les auteurs. Même les auteurs, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand il fait froid aussi. On va parler conseils beauté aujourd'hui en fait. Voilà, n'est-ce pas? YouTube. Donc non, c'est pas un hasard. Je suis attirée par les extrêmes, que ce soit les déserts chauds ou les déserts froids. Mais là, nous allons rester malgré tout dans la glace, dans la neige, dans tout ce qui peut servir d'environnement ou de décor au mystère également, aux choses qui seraient, comme par exemple dans Boréal, ensevelies, qui seraient prises dans la glace, puisque dans Boréal, il y a une découverte que fera une équipe scientifique dans cette glace qui, quelque part, peut représenter aussi une forme d'éternité, qui peut représenter le temps qui s'est arrêté à un moment donné, quelque chose qui s'est cristallisé dans la glace. Et il y a également, dans d'autres romans, la neige, qui, elle, sera également un symbole très fort ou de pureté, d'éternité aussi, ou de mort, d'ailleurs. Et dans Abîme, par exemple, la neige est très importante, comme dans la neige danse d'ailleurs, mais sous une dimension un peu différente quand même, puisque dans Abîme, elle va se transformer, cette neige, en quelque chose de meurtrier. La neige est avec une dimension ludique aussi, mais ludique, un peu ambivalente, puisqu'il y a ces bonshommes de neige que deux personnages vont retrouver dans leur champ. Clin d'œil à John Esbo aussi, clin d'œil direct à John Esbo, bonhomme de neige. Et les bonhommes de neige, voilà, tout le monde, ça fait référence à l'enfance, bien sûr, aux jeux, aux batailles de boules de neige. Mais est-ce que ça va être ça ou autre chose? Et cette neige qui va être meurtrière quand elle va se dérober, se transformer en avalanche qui va tuer. Donc le froid se prête, bien entendu, et les froids extrêmes, parce que c'est quelque chose, une chose à laquelle l'homme a dû s'adapter aussi. Moi, je suis admirative des explorateurs du grand froid, Paul-Émile Victor, Mo Malo, Jack London. Jack London, ah, t'es à côté de moi. Jack London et Mike Horn. Voilà. Parle-nous un peu de l'histoire aussi d'Abîme, parce qu'on est aussi, il y a aussi des personnages et une communauté assez particulière qui se construit autour du mensonge. Alors là, on quitte le froid. Ah, là, on quitte le froid. C'est juste pour parler un petit peu du livre. Après, on reviendra sur le froid. C'est une sorte de prétexte, d'accord. On reviendra sur le froid après. Voilà, c'est un personnage à part entière. Oui, alors le mensonge, donc Abîme, ça a un côté très chabrolien aussi, puisqu'il y a ce village qui s'est construit, ce village qui représente quelque part la société aussi, mais qui s'est construit autour d'un mensonge. Un mensonge dans lequel la neige a un rôle, parce que la neige va faire partie d'un accident de terrain, on va dire, mais quelles sont vraiment les origines de cet accident? Voilà. Merci. Patrice, de Silence et de loup, qui se passe en Sibérie, dans un froid extrême également.
Avant de parler de froid, c'est aussi l'histoire d'un personnage d'Anna qui est frappé par le deuil. Tu peux en dire quelques mots et aussi le fait que c'est aussi une histoire de liens familiaux. Oui, absolument. Anna embarque à bord d'un voilier polaire qui a pour but d'explorer les changements qui ont cours en Arctique. Des changements qui ont une origine anthropique, donc dont la causalité est l'homme. Donc elle embarque sur ce bateau en pensant mettre un baume sur ses plaies, un baume sur la douleur, sur la perte de sa petite fille Zora, qu'elle appelle ma belette. Mais dans ce huis clos qu'est le navire, les choses ne vont pas se passer exactement comme elle l'imaginait. Enfin, elles vont même se passer très exactement inversement à l'idée qu'elle se faisait de cette navigation dans les glaces polaires. Ok. Malo, là, on est dans le froid depuis le début. Hein. Le Groenland, je l'attrape. Sumit. Je dirais même qu'il y a une sorte de gradation, de tome en tome, on va dans le plus en plus froid. Ouais. Donc c'est la 4e enquête de Kanak Adriensen. Après Kanak, Nuke, Disco, Sumit. Donc un personnage de flic qui est totalement tiraillé entre sa hiérarchie danoise et ses origines inuites. C'est tout le sujet. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce personnage parce qu'il est, de ce point de vue-là, très représentatif de son pays et de la population de son pays. C'est ce tiraillement permanent entre, évidemment, ses racines inuites, cette culture ancestrale qui a plus de 4000 ans et qui est si différente de tout ce que vous pouvez connaître. Et puis, effectivement, cette colonisation danoise qui, malheureusement, du point de vue de la plupart d'entre eux, régit encore une grande partie de leur vie. Et lui, il est exactement au milieu de ça. Il est en permanence déchiré entre ses racines, sa petite enfance, dont il ne sait pas grand-chose. Hein, il en apprend au fur et à mesure des différents tomes. Et puis cette fameuse hiérarchie policière qui, pour l'instant encore, est une prérogative du gouvernement danois. Donc il dépend de Copenhague, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Et là, il est sommé, on va dire, sans mauvais jeu de mots, par son entourage, y compris son entourage familial, de faire des choix, enfin faire un choix plus ou moins tranché entre justement de choisir un camp. En gros, la question c'est est-ce que tu es un Danois ou est-ce que tu es un Inuk, c'est-à-dire un habitant de ce territoire qu'est le Groenland. Si vous regardez bien, il a un tatouage sur le bras d'un ours stylisé. Moi, j'ai un éléphant, mais c'est un peu le même genre. Hein. C'est un peu le même genre. Bon. Tu as commencé à parler des influences avant. Est-ce que, effectivement, dans ces ambiances glaçantes et glacées, vous avez des influences comme Jack London ou d'autres qui dès votre début de votre phase d'écriture, vous a donné envie d'aller vers ces ambiances-là? Alors, effectivement, déjà dans les contes, la neige, dans l'immédiat, c'est Noël, dans la neige qui... Et après, au-delà de ça, le Père Noël, d'où il vient, justement, avec ses reines, il vient d'un paysage blanc, du paradis blanc aussi, de quelque chose de mystérieux, où il y a des choses qui sont peut-être tapies. Moi, mes influences petites dans les contes ont été, par exemple, Moomin le troll. C'est une littérature scandinave. Et après, évidemment, il y a eu les romans scandinaves qui se passent dans la neige, dont un coup de cœur pour moi absolu. Malheureusement, le nom de l'auteur m'échappe. C'est un auteur danois qui est journaliste également. C'est Smilla ou l'amour de la neige. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je l'ai lu. Ouais. J'ai oublié aussi son nom, mais je l'ai lu. Et ça parle de ce dont tu viens de parler, de ce que tu as évoqué, entre justement le Danemark, le tiraillement entre deux cultures et puis l'emprise politique entre les deux territoires, les deux pays. Qui veut rebondir allez. Oui, sur l'usage du froid, en l'occurrence, moi, je me suis moins peut-être inspiré de grands textes. Hein. Évidemment, j'ai été lecteur de London, adolescent comme beaucoup d'entre nous. Moi, ce dont j'ai essayé de m'imprégner et ce que j'ai essayé de restituer, c'est le rapport spécifiquement inuit au froid. Pour les Inuits, le froid n'est pas un ennemi, c'est un partenaire.
comme toute la nature est un partenaire, d'ailleurs les animaux qui la peuplent, le froid, c'est celui qui va permettre d'aller chasser le phoque l'hiver, puisque c'est celui qui va constituer la banquise. Le froid, c'est celui qui va permettre d'accéder aux ours polaires également en hiver, et donc de les chasser. Donc évidemment, il est mortel, on peut bien l'imaginer, et il l'est souvent au Groenland, mais il est vraiment plutôt perçu comme un membre de la famille. Un compagnon de route. Un compagnon de route, exactement, ouais, qui va permettre beaucoup de choses et qui, en grande partie, jusqu'au moment où il fait mourir, va permettre la survie. Si tu veux redire, oui, par rapport aux influences. On vient juste de me donner l'info, donc c'est Peter Roy qui est l'auteur de cette nouvelle sur la neige dont tu parlais. Voilà, oui. Peter Roy. Oui. Voilà. Donc pour revenir, merci beaucoup. Merci. Pour revenir au froid, donc le froid, bien évidemment, c'est une des composantes essentielles de ce récit. D'ailleurs, au fur et à mesure que l'on avance dans le texte, la température baisse. Elle commence d'ailleurs par être élevée, parce que assez étonnamment, oui. Même si on est en Sibérie. Il fait 30 degrés à Tixi, au bord de la mer de Laptev, là où il devrait, en toute logique, faire 7 ou 8 degrés. Donc on est dans un récit clairement contemporain. Et d'ailleurs, cette élévation de température pendant la période juste pré-automnale, qui sont en l'occurrence dans ce texte liés pour partie au feu de la taïga, qui modifie l'albédo et donc qui permet de réchauffer notre planète. Vous savez que l'effet de serre, c'est uniquement un effet d'albédo, c'est-à-dire on a la radiation qui chauffe le sol, et le sol renvoie cette même radiation vers les gaz à effet de serre, qui eux-mêmes les renvoient vers nous. Sans cela, la température de notre planète serait inhabitable. Il ferait moins 15 de moyenne. Donc ce serait juste pas habitable. Donc voilà pourquoi ces feux de forêt réchauffent cette atmosphère. Et puis, ma foi, quand on rentre dans l'hiver, bien l'hiver se fait. Et plus l'hiver entre dans ce roman, plus la nuit polaire approche, puisque ce roman se finit dans la nuit polaire, et plus les éléments se dégradent. Donc il y a quelque chose qui est crescendo ou décrescendo comme ça, et l'on suit cette mouvance et cette baisse des températures, en même temps que l'on suit la perdition d'Anna et de ses collègues, mais notamment la Fiannois. Alors le froid est un personnage particulier parce que le froid peut être quelque chose Enfin, le froid est dangereux. C'est-à-dire que par des températures pas extrêmement basses, mais à partir de moins 15, moins 17 degrés, pour peu que l'on ait un effet venturi, que l'on ait du vent, la température ressentie donc descend. Et pour quelqu'un qui fait un malaise en montagne, même sur des pistes de ski, sans aller très loin, on a une demi-heure de survie, grosso modo, si on n'a pas d'ensoleillement, Donc autant dire qu'il faut quand même aller assez vite. Enfin, de survie, en tout cas, si ce n'est la survie, c'est avant d'arriver à un stade d'hypothermie très grave. Voilà. Donc le froid est une composante bien particulière, mais pour autant, en Sibérie, et notamment les peuples, les Nénètes ou les Yakoutes, ont une adaptation au froid, comme peuvent l'avoir les Inuits au Groenland, qui nous paraît, à nous, assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit les gamins, les jeunes enfants, alors ils sont emmitouflés, très emmitouflés, mais ils sortent dehors, il fait moins 30, ils jouent dehors sans aucun problème, ils jouent au foot, ils font leurs affaires, ce qui nous semble, nous dans nos contrées, je ne vais pas vous expliquer à vous autres qui êtes parisiens, dès qu'il y a 3 cm de neige et puis qu'il fait moins 5, on a l'impression que c'est l'enfer. Alors on est dans une toute autre logique, mais c'est aussi ce qui donne à voir et à apercevoir et ce qui donne à goûter d'autres personnages, d'autres personnalités. Et en cela, les romans qui touchent notamment à ces zones froides sont également riches de cela. Voilà. Du coup, est-ce que vous voyez ça comme la grande aventure humaine et de pouvoir travailler aussi ce lien extrême entre la nature et l'homme ? Alors, dans la mesure où le froid va être extrême, bien sûr qu'il y aura déjà cette épopée dans les déserts glacés, mais j'ai envie de dire qu'à la limite, le froid, même si, comme dit Patrice, est dangereux, bien entendu, surtout pour nous qui ne sommes pas adaptés comme ces peuples du froid,
pour moi, enfin, il est quand même moins dangereux, déjà pour la planète, que la chaleur et la désertification due vraiment à une atmosphère qui va augmenter dans les degrés. On voit bien combien on souffre aussi de la chaleur quand elle atteint des sommets. Le froid, tel que moi je l'ai traité aussi au Groenland, préserve, j'ai dit, bon, voilà, j'ai fait un peu d'humour au départ en disant ça conserve, mais oui, ça conserve et ça préserve, puisque le Groenland, jusqu'à présent, est préservé par le froid, par la glace, les matières premières qu'il y a sous la glace et tous ces 10 virus qui sont pris dans la glace avec la fonte. Qui sait ce que ça va faire? Donc quelque part, ce froid, moi, me fascine dans la mesure où, à nouveau, il y a l'ambivalence, quoi. C'est à la fois un danger, bien sûr, mais à la fois une protection qui assure la survie de la planète. Parce que dans le froid, bon, ben, il y a la glace, il y a l'eau, et il y a l'eau justement qui est figée, il y a la neige qui est de l'eau aussi. Et pour survivre, on réchauffe, on a un petit... Il suffit de réchauffer un peu de glace ou de la neige pour pouvoir survivre dans un désert chaud. S'il n'y a pas de point d'eau, on est fini, quoi. Voilà. Et pourquoi nous sommes attirés? Moi, ce qui me ferait réfléchir également, c'est pourquoi les lecteurs sont attirés autant par le froid, le grand froid, les romans scandinaves, les voyages en Laponie. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre de l'aventure humaine, mais animale aussi. C'est-à-dire le lien très étroit à l'animalité. Puisque quand on est dans le froid également, il y a les épopées à traîneau aussi, traîneau à chien, traîneau... Voilà, il y a quelque chose qui se tisse entre l'homme et l'animal de vraiment très très fort. Alors j'ai envie de dire, dans les déserts, il y a les chameaux. Le rapport n'est pas le même aux chameaux dans les caravanes qu'aux chiens dans les attelages. Oui, le rapport aux chiens, malheureusement, dans les attelages, sont vraiment considérés comme des outils la plupart du temps. La plupart du temps, mais... les Inuits, pour eux, c'est des outils. Hein. C'est-à-dire qu'un chien est malade, blessé, etc., on l'abat. Alors, je ne parlais pas forcément des Inuits, justement. Il y a les Inuits, certes, mais... Mais en l'occurrence, moi, je parle de ce que je connais un peu, oui. et en l'occurrence, pour eux, c'est vraiment des purs outils. Donc le rapport, il est totalement utilitaire, et malheureusement, nous, avec notre regard d'occidentaux, ça semble assez dur à encaisser. D'ailleurs, je sais que je me suis fait beaucoup tirer les oreilles par mes lecteurs parce que j'ai eu le malheur de tuer un chien dans un de mes romans, et ça m'a beaucoup été reproché, mais malheureusement, ça n'est que la représentation des pratiques locales. Sur la question qui était celle d'Yvan, pourquoi ça nous fascine tant? Je pense que ce qui nous fascine, c'est ce dont on n'est pas capable. Et ce qui est fascinant dans les peuples qui vivent dans ces régions-là, c'est leur incroyable capacité d'adaptation et d'acclimatation à n'importe quelle condition, de survie permanente. Et plus nous, on sait construire un monde dans lequel on est incapable de s'adapter et de survivre, plus ceux qui justement en sont capables nous fascinent, quoi. On aimerait bien avoir ces capacités-là. On aimerait bien, que ce soit dans l'extrême chaud, dans l'extrême froid, savoir se modeler, on va dire, sur les évolutions de notre environnement. Hélas, on voit bien que dès que la température dépasse 40 ou descend en dessous de moins 5 ou moins 10, on est complètement démunis. Ça n'est pas leur cas. Et d'ailleurs, le petit paradoxe que j'ai déjà pointé pas mal de fois, c'est à quel point, pour eux, l'évolution actuelle du climat est certes une mauvaise nouvelle, parce que comme je disais tout à l'heure, le froid est pour eux le gage de la chasse, de la survie, etc. Et en même temps, quand on interroge, en l'occurrence des Inuits, qu'ils soient au Canada ou au Groenland, le réchauffement n'est pas perçu comme le cataclysme et la catastrophe que nous, on perçoit. Parce que justement, ils sont tellement habitués à s'adapter à tout qu'ils pensent qu'ils s'adapteront. Il y aura 10 degrés, 20 degrés en plus. Pas grave, on fera autre chose, on s'adaptera, on saura faire. Ils savent qu'ils sauront faire. Nous, on sait qu'on ne saura plus faire. C'est bien ça qui nous effraie et qui nous fascine chez les autres, je pense. Alors ça, c'est effectivement un point de vue que l'on peut trouver chez certains Inuits sur les terres du Groenland, parce qu'il y a quand même pas mal de richesses à aller chercher sur ces terres, la même chose qu'en Arctique. Pour le coup, les peuples de l'Arctique, ceux que j'ai eu l'occasion de croiser moi,
donc les Yakuts et les Nénètes. Alors eux, par contre, ils sont terrifiés par ce qui arrive, parce que les troupeaux de rennes s'embourbent dans des bourbiers c'est le permafrost, donc le pergélisol qui fond. Tout devient malodorant, il y a beaucoup de méthane qui sort, et puis il y a des affleurements de chlore, de mercure, pardon, et par certains endroits, dans les zones de forage. Mais ma foi, ce qui ne se voyait pas avec les terres gelées, notamment les forages de pétrole, reviennent à la surface. Donc il y a des immenses prairies qui sont souillées par le pétrole, alors que le froid, ma foi, planquait un petit peu tout ça et figeait un petit peu tout ça. Donc suivant les territoires sur lesquels on est, l'appréciation l'appréciation du réchauffement climatique et de l'adaptation ou de l'adaptabilité de ces peuples face à cette nouvelle situation diffère. Mais le regard qu'ils portent sur ça est différent. Mais encore une fois, on est tous comme eux. C'est-à-dire que chacun d'entre nous portons un regard un peu différent. On entend des gens qui nous disent « Attendez, s'il fait 40 degrés, on va tous vivre comme à Miami, ça va être génial. » C'est juste oublier qu'on aura moins d'eau, qu'on va avoir qu'on est déjà dans une forme de tropicalisation des précipitations et que moins d'eau, c'est bien évidemment des zones de sécheresse sur certaines zones de cette planète. Puis les gens qui devront subir cette sécheresse, eh bien, ils viendront là où il y a de l'eau. Donc on va tous se retrouver groupés à un moment donné sur une forme de Grandana ou de Gondana qui était ce continent primaire qui s'était développé autour de l'équateur avant de se disloquer il y a 450 milliards d'années maintenant, mais 45,5 milliards d'années, pardon, pour le Gondana. Et on va se retrouver sur quelque chose comme ça. C'est-à-dire on aura un territoire qui va devoir accueillir une foule de personnes. Donc le froid quelque part, et comme le disait très bien tout à l'heure Sonia, le froid préserve, et c'est vrai que c'est une chance terrible d'avoir encore, c'est une chance immense que d'avoir encore ces territoires frileux, ces territoires froids, ces territoires que l'on peut conserver d'abord parce que c'est une énorme masse d'eau douce, et que pour les territoires continentaux, c'est-à-dire l'Antarctique, pas pour les territoires arctiques. Le territoire arctique, c'est de l'eau de mer gelée, mais les territoires antarctiques, si ces continents viennent à fondre, les niveaux de mer vont monter considérablement. On peut dire que dans 50 ans, il va avoir monté entre 70 et 1 mètre. Si ces glaces continentales viennent à fondre, ça ne sera pas le cas pour le cas de la banquise, puisque la banquise, vous le savez, la banquise pour l'hémisphère nord, c'est de l'eau de mer qui gèle. Donc ça influe énormément sur les courants, et notamment sur les Gulf Stream, parce que ça influe sur la salinité même de l'eau, mais par contre, en aucun cas, ça fait élever le niveau, parce que, je veux dire... Excuse-moi, je me permets, l'Inland 6 du Groenland, qui représente à peu près 10% des réserves d'eau douce, s'il vient à fondre totalement, je crois que l'évaluation, c'était un peu moins d'1 mètre sur l'ensemble du niveau de la mer. C'est ce que je disais. Je parle de glace continentale. Il faut que ce soit... Là, en l'occurrence, c'est un territoire rocheux. Quoi. Oui. Donc, je compare ça uniquement. Les glaces continentales, ce sont les glaciers, ce sont effectivement les Island 6, que ce soit l'Island 6 groenlandais ou antarctique. Mais c'était juste pour faire peser le contre avec l'Arctique. Le pôle Nord, c'est pas un continent. Voilà, c'est juste ça. Hein. C'est de l'eau gelée, quoi. C'est tout. Mais si je peux rajouter, juste pour ramener un petit peu le froid dans la littérature, puisque là, ce sont des aspects scientifiques évoqués par un spécialiste, bien sûr, qui forcément influence aussi, je pense, tes écrits, hein, Patrice. Tu as les deux, cet imaginaire et puis cet aspect vraiment scientifique. Moi, je n'ai pas les connaissances scientifiques, je me documente. En revanche, le froid dans mes romans, c'est un élément également pictural. C'est-à-dire que je suis artiste avant tout, avant d'être... évidemment, je ne suis pas scientifique du tout, même si je m'intéresse beaucoup à la science. Et pour moi, le froid, ça va être également l'esthétique d'un paysage boréal, d'un paysage de montagne, bien sûr. Et je discutais avec une amie proche qui vit en Haute-Savoie et qui, chaque jour, a sous les yeux le Mont Blanc, au loin. Et elle m'a dit, presque en pleurant,
qu'il y a des glaciers en Suisse qui sont en train de fondre, qui sont à l'agonie. Et ça a fait écho en moi, parce que dans Abîme, il y a aussi une histoire que je ne déflorerai pas, mais une histoire de glacier qui m'a émue. Au moment où je l'ai écrit, j'en pleurais. J'ai vu aussi un glacier en Islande qui était en train de mourir. Et pour moi, c'était un personnage. Vraiment, c'était comme un être vivant, un vieillard à l'agonie. Et ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et donc, ce Mont Blanc, on était en train d'en parler, on s'est dit, mais le jour où il n'y a plus le petit chapeau blanc du Mont Blanc, la calotte, justement, ça va être un caillou, finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette neige, finalement? Il y a quand même une esthétique et quelque chose qui nous fascine dans la blancheur, qui nous fascine dans ce contraste, finalement, d'un paysage aussi ramené aux ombres et à la lumière, au noir et blanc. Parce que, pareil, une photo noir et blanc va être artistique, va être poétique. Une photo couleur peut l'être aussi, mais quand même, dès qu'on revient à la couleur, c'est comme si on revenait... Alors attention, je veux dire dans la vulgarité, pas dans le sens, dans la vulgarité, dans ce qui voudrait dire commun, quoi, quelque chose d'un peu plus commun. Alors que le noir et blanc en photo, c'est vraiment l'art, quoi, c'est vraiment le portrait. Et donc, moi, dans mes romans, je m'attache aussi à décrire ce personnage à part entière, hein, donc ces paysages, et ce mont perdu dans Abîme, ce mont perdu qui est quand même recouvert, puisque c'est quand même l'hiver aussi. Alors évidemment, en été, ça fond, mais très vite, ça revient, tout ça. Il y a la glace se reforme, heureusement, la neige retombe, et voilà, et l'esprit et l'imaginaire part, moi, en tout cas, beaucoup plus. Je voulais rebondir sur les aspects esthétiques que soulignait Sonia, qui sont très judicieux. C'est que, enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est une vraie gageure pour nous, auteurs francophones, de décrire le froid et les éléments que sont la glace, la neige, etc. Tout simplement parce qu'on n'est pas équipé. Notre vocabulaire est extrêmement limité. Je rappelle, en inuit, il y a une 50aine de mots pour dire les différents états de la glace et de la neige. En français, quand on a dit glace, blanc, immaculé, etc., on a un peu fait le tour, quoi. De même qu'il y a, je crois, 5 ou 6 hivers différents considérés par les Inuits, qui chacun ont leur nom bien spécifique. Nous, quand on a dit hiver, on a dit hiver, point barre. En patois savoyard, il y en a un peu plus, quoi. Oui, voilà. Et donc c'est un vrai défi, finalement, de comment, avec les limites de notre langue, arriver à justement, et je rejoins complètement Sonia, elle a tout à fait raison, rendre compte des différents états de ce personnage, parce que c'est un personnage en tant que tel, dans la mesure où tous nos autres personnages, eux vivants, humains, ont une interaction avec lui, il devient un personnage. Comment le décrire, ce personnage? Comment montrer qu'il évolue, qu'il est vivant, qu'il a ses humeurs, qu'il a ses envies de vengeance sur les humains, etc. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que les uns comme les autres, on passe pas mal de temps, en tout cas moi j'ai l'impression, à se gratter la tête, à comment mettre ça en mots, vraiment comment mettre ça en mots. D'ailleurs, tu les mets en photo aussi. D'où la nécessité de le mettre aussi en photo. C'est peut-être un peu une béquille, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est un bon support supplémentaire pour essayer d'exprimer ce que les mots peinent à exprimer dans leur subtilité, dans leur variété d'états différents. Oui. Si tu veux rebondir, Patrice, sur cet aspect à la fois pictural et le gérer comme un personnage. Oui, bien sûr. Bien dans la fiction. Là. Sonia parlait de la part scientifique, mais ceci dit, la part scientifique, quand je regarde un paysage, j'habite et je vois, moi, l'aiguille du Dru et la Verte et le Mont Blanc depuis chez moi. Donc je ne me dépare pas de la poésie que tout cela apporte, bien évidemment. Je pense d'ailleurs que s'il n'y avait pas cette part de poésie en nous, on n'écrirait pas. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, en littérature, c'est d'abord la poésie qui prime. C'est ce que l'on a envie de coucher sur le papier, c'est ce que l'on a envie de dire. Et il faut trouver les mots, effectivement, pour dire la nuit, pour dire le froid, pour dire les variations de la nuit dans le froid, parce que la nuit, l'après-nuit polaire, c'est pas tout à fait le noir, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on s'imagine, c'est pas le noir total. Donc tout ça, c'est quand il faut le mettre en mots et quand il faut mettre nos personnages au milieu de tout cela, effectivement, il y a une forme de gymnastique, de réflexion, mais il y a une forme d'immersion que l'on fait
dans ces territoires hein, que l'on fait, enfin, au moment où on écrit, on le fait par la pensée, bien sûr. Et c'est notre capacité à pouvoir retranscrire tout cela avec des mots qui font qu'on est capable d'embarquer nos lecteurs avec nous, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même très compliqué. Et comme le disait Momalo, c'est quand même, on va pas répéter dans un texte 25 fois, il fait froid. On se l'écaille, ça gèle. Bon, si ça se limite à ça, il y a vraiment aucun intérêt. Donc, il y a vraiment toute la poétique du froid qui doit venir nourrir le texte, nourrir les personnages. Voilà. Et puis pour rappeler un dicton canadien, on dit il n'y a pas de grand froid, il n'y a que des gens mal équipés, quoi. Okay. Et ça fait appel au sens. Oui, ça aussi fait appel à au tous sens, les bien sens, sûr. puisque on peut rejoindre aussi tes recueils, enfin les recueils dont tu es à l'initiative, le côté sensoriel, écouter, regarder, goûter, parce qu'on sent l'odeur de la neige aussi, et on entend. Moi, dans le froid, il y a énormément de sonorité, de musicalité, puisqu'il peut y avoir le goutte à goutte au moment de la fonte, et puis ce crissement dans la neige. Je sais pas, moi, ça éveille beaucoup plus mes sens, par exemple, alors que j'adore les déserts chauds. Mais dans la neige et dans le froid, il y a beaucoup plus de... Ouais, je rebondis, voilà. Je pense effectivement au bruit et les gens qui ne sont jamais allés sur la banquise ou ce qu'on appelle le brach, c'est-à-dire l'espèce de sous. Alors, il y a les craquements de la banquise, mais les blocs de glace, quand un bateau se déplace, autour, ça fait un potin pas possible. On est souvent surpris, on pense que tous ces paysages sont extrêmement calmes et voilà, et exempts de son, alors qu'en fait, ça fait un bazar pas possible, quoi. Merci beaucoup, on est arrivé au bout de cette rencontre. Merci à tous les trois pour cette rafraîchissante rencontre.